Oui, ça démarre et on a full aujourd'hui. Ouais, c'est cool. Très bien. Et donc, on en est où? On en est où dans le texte? On a parlé des perceptions inattentives, non? Oui, Je crois qu'on a exactement. fini même. On a On a même fini. fini. On a fini. Et donc, en effet, on a une division septuple, comme vous le savez. Mm. Ouais. Et c'est quoi cette division septuple? Eh ben, c'est la division Je- des perceptions. Voilà. Des Donc, cognitions, on pourrait dire que ça va du pire vers le meilleur, non? oui, si on Alors là, commence par la fosse. voilà, exactement. Et dans le livre, c'est le contraire, ça va du meilleur Oui, jusqu'au pire. c'est pour ça que. Et même, on a vu d'ailleurs que, alors je pense qu'on avait dû en parler à un moment donné, que dans le texte tibétain, la cognition inattentive et le doute sont intervertis. Ouais. Et même quand on regarde entre les crochets sur le livre en français et en anglais, on voit que normalement, le doute, ça part à partir de la page 6.1. Ouais, la page 6, la ligne 1. Et donc, on voit ça même dans la traduction anglaise et la traduction française, qu'ils ont interverti la cognition inattentive et le doute. Alors, allez savoir pourquoi, c'est pas très grave. Mais normalement, en effet, si on parle des cognitions qui sont en désaccord vis-à-vis de la réalité, donc les pires, et ensuite, quand on va vers le meilleur, comment est-ce qu'on peut décrire ces divisions septuples ou Bonsoir. les énoncer? Alors, du pire au meilleur. Si, j'ai bien compris. En fait, du pire au meilleur, on commence déjà par les perceptions fausses, les perceptions erronées. C'est Oui, tout en. les cognitions fausses, ouais. Oui, après, on fait les 7 perceptions jusqu'à la perception directe, Valide. Oui, valide, valide, voilà. exactement. Ouais, donc Donc, il y a la condition. Oui, non, il y a la fosse, il y a le doute, il y a oui, l'inattentive, la subséquente, l'inférentielle. J'en ai oublié une autre, j'en ai oublié une. oui, Et bon, il y a la valide directe, mais il y en a une autre aussi. oui, La oui, inattentive, non, tu l'as dit? oui, Oui, subséquente, toute fausse. L'inférentiel et la perception directe. ouais. Donc on a Donc, six types de cognition, une oui, division une- sextuple. ah, non, non, c'est 7 7 7. Il en manque une, je sais bien, mais je ne sais plus. Ouais, Euh, celle qui Le est en accord avec doute. la réalité, Celle le qui doute, est, on l'a vu. oui. Ouais. Une qui est en accord avec la réalité, mais La qui ne la supposition réalise pas. correcte. Voilà, exactement. Ah oui, celle-là, Très oui. Donc, bien. dans l'ordre, c'est fausse, doute, inattentive, supposition correcte, c'est ça? Oui, on pourrait dire comme ça, exactement. D'accord. Ouais, ça veut dire que euh, si on regarde un petit peu la réalité des choses par rapport à la façon dont les choses nous apparaissent, ouais, si on regarde dans la Madhyamaka, etc., on verra qu'en effet, les choses nous apparaissent, pour le Prasangika en particulier, les choses nous apparaissent comme si elles existaient de manière absolue et on y croit la plupart du temps. Ouais, donc c'est une cognition fausse. Ouais. Et ensuite, on pourrait se douter un petit peu des apparences, se dire, tiens, peut-être que les apparences ne sont pas si en accord avec la réalité que ça, donc on pourrait douter. Et ensuite, on pourrait dire, OK, en effet, il y a des apparences qui qui ne sont pas incorrectes. Par exemple, il y a l'apparence de l'impermanence subtile, quand on regarde des choses impermanentes, etc. Mais on ne réalise pas cela. Ouais, donc là, c'est inattentif. Ouais. Et puis, on pourrait supposer correctement, quand on entend des enseignements sur la vacuité, l'impermanence subtile, etc., on pourrait avoir une supposition correcte. La plupart du temps, c'est comme ça. Ouais, quand on a nos lamas qui nous disent, ou nos enseignants, nos profs qui nous disent, voilà, les choses ne sont pas comme elles nous apparaissent, etc., on pourrait supposer correctement. Ouais. Mais on ne réalise pas pour autant. Et donc, si on va plus loin, qu'on emploie le raisonnement et des inférences, à ce moment-là, on peut employer des inférences valides. Et ensuite, on médite là-dessus, ça devient des conditions subséquentes, et jusqu'à ce qu'un jour, on ait une réalisation directe. Ouais. Donc, c'est un petit peu comme ça, du pire vers le meilleur. Dans le texte, ça va du meilleur au pire. Ouais, parce que dans le texte, on parle d'abord des conditions qui réalisent leurs objets. Ouais. Vous vous souvenez?
Oui. Oui, Sabine? Oui. Tu es passé de l'inférentiel à la subséquente. Donc, ça veut dire que pour les prasanguika, la subséquente, c'est uniquement, enfin, c'est pas uniquement, elle est, elle est comment, cataloguée pour la méditation parce qu'on va analyser, revenir sans arrêt là-dessus jusqu'à avoir une Oui. perception, une cognition directe valide, c'est ça? Oui, alors quand on réanalyse et qu'on génère une nouvelle inférence, ce qui va suivre, en effet, quand on va méditer sur le résultat de cette inférence, ça va être une nouvelle supposition, une nouvelle cognition subséquente. Ouais. C'est pas, on va pas juste simplement se souvenir du résultat, de la Oui, oui. conclusion, de la dernière fois. Ouais. Mais c'est Mais en pas une effet, sub... c'est une cognition subséquente. Ouais. D'accord. Mais c'est pas la subséquente comme les Vaibhashika, non, les Sautrantika où c'est le deuxième moment de n'importe quelle perception conceptuelle ou visuelle. Ça, là, c'est dans un cheminement pour aller vers la cognition directe valide. C'est pour ça qu'on travaille Oui. là-dessus. Alors, c'est pas contradictoire, Non, c'est non. quand même le second moment. Ouais, c'est quand même Hum, le second moment d'une inférence où même, on pourrait dire, même pour quelqu'un qui a une perception directe yogique de la permanence, de la vacuité, etc., les seconds moments sont des cognitions subséquentes, mais pour les prasangika, ces cognitions subséquentes restent valides. Ouais. hum. Et, mais c'est vrai que quand on dit le second moment, troisième moment, etc., c'est pas contradictoire, ça rejoint ce que disent les autres antikas. Sauf que les cognitions subséquentes sont très utiles en méditation. On a, la plupart des méditations sont des cognitions subséquentes. Ça réalise ce qui a été déjà réalisé, en fait. Exactement. Ce qui a été déjà réalisé au premier moment, ouais. Voilà, ouais. Excellent, super, génial. Et donc, en effet, donc on a dans le texte les trois premières qui réalisent leurs objets. C'est quoi? Les trois premières Alors, les trois cognitions qui premières, réalisent. en commençant du bas ou du haut maintenant? Alors normalement, ça doit être, la réponse est dans la question. Parce que si elles réalisent leurs objets, est-ce que ça peut Est-ce- être des conditions fausses? Non. Commencer par le Non, haut. exactement. Donc c'est par le haut. Ouais, on a d'abord les Donc, conditions. Oui, c'est quoi? la directe valide, Oui, l'inférentielle et la subséquente, et aussi voilà, réalise. exactement. Ces trois réalisent leurs objets, ouais. Ouais, Ouais. ok. Et en effet, les perceptions directes valides et les cognitions inférentielles réalisent nouvellement leurs objets. Ouais, et les cognitions subséquentes réalisent tout simplement, plus nouvellement. Ouais, ça joue? Oui, Génial. Très bien. Et ensuite, ok, donc on avait vu, il y avait les cognitions qui ne réalisent pas leurs objets, donc c'est toutes les autres, ouais, les quatre autres. Ok. Et dans le texte, à un moment donné, on avait vu que ce que je pensais être une erreur de traduction, quand il y avait marqué authentifie, ouais, quand la supposition correcte authentifie ces objets, mais j'ai fait des recherches. Et dans le rateux, un lorik, par exemple, en effet, ils emploient bien le terme pas en tibétain. Pas, ça veut dire certifié dans la plupart des cas, mais dans ce cas-là, ça peut vouloir dire euh, appréhender dans le sens appréhender de manière correcte. Ouais, parce que dans le Lorik Tache aussi de Kunkien Jamang Shepa de Bongomang, c'est pareil, il dit qu'il y a des certitudes incorrectes. Ouais, quand on est persuadé d'un truc, mais en fait, on se trompe. Ouais, donc ils disent il y a des certitudes incorrectes, des certifications incorrectes et des certifications correctes. Donc dans ce cas-là, ça ne peut pas être le même sens que ce qu'on emploie nous comme étant une certification, une authentification, etc. Parce que normalement, une authentification, eh ben, on réalise l'objet. Ouais, c'est ce qu'avait dit Venerable Geshe Gensen Ananda. Pas, Shewa, Torpa. Donc certifier, comprendre et réaliser sont équivalents. Ouais, donc si on dit qu'une supposition correcte maintenant, en effet, elle réalise son objet, ça pose question. Ouais. Ok, donc c'est pourquoi dans le texte, ici en anglais et en français, c'est pas normalement ils emploient le terme authentifié ou certifié, ascertain, mais c'est pas le même sens que certifié dans le sens comprendre ou réaliser. Oui, ça veut dire appréhender son objet de manière correcte. Ouais, c'est ce que dit Acharya Dharmakirti, qui est cité d'ailleurs par Kunkien Jami Shepa. Ouais, Acharya Dharmakirti qui dit Nye Badan Ni Dodo Yi Ne Ja Ne Je Ngo Chir. Il dit que la certification et la surimposition, l'esprit qui surimpose, sont ce qui terrasse et ce qui est terrassé. Ouais. Et donc, en effet, ça veut dire qu'une certification, une authentification va à l'encontre des surimpositions.
Mais après, peut-être qu'il y a des débats d'une école à l'autre, d'un manuel à l'autre, chez les Gelugpa, où certains vont dire que l'authentification ou la certification, c'est simplement mettre de côté des surimpositions, donc ça veut dire être factuellement concordant. Ah. Ouais, si on dit que c'est la supposition correcte est factuellement concordante, on est d'accord. Tout le monde sera d'accord là-dessus. Elle est factuellement concordante. Elle n'est pas en désaccord vis-à-vis de la réalité. Elle est en accord vis-à-vis de la réalité. Mais est-ce que ça veut dire qu'elle la réalise pour autant? Là, ça poserait question. Ouais. Ok, magnifique. Voilà, c'est juste ce que je voulais rajouter par rapport à cette supposition correcte et ce qui a été marqué dans le texte. Donc à ce moment-là, il faudrait peut-être mettre une note dans le texte à un moment donné où il parle de authentifier. Ok, très bien, très bien. Et donc ensuite, on est passé dans la condition inattentive. C'est quoi la condition inattentive? Ça mange quoi l'hiver? Ne réalise pas son objet. Oui, ne réalise pas son objet. Et donc, si on dit simplement que la définition d'une condition inattentive, c'est une condition qui ne réalise pas son objet, est-ce que, il y aurait des conséquences ou pas qu'on pourrait adresser? Avec conséquences. Ouais, parce qu'en fait, Mais elle est quand même en accord avec la réalité, l'inattentive. mais elle est en accord avec la réalité, l'inattentive. Donc, si on disait, OK, la condition inattentive est une condition qui est en accord avec la réalité, mais ne la réalise pas, est-ce que ça suffirait comme définition? Non, pas du tout. Non, pourquoi? Ben, parce que si elle ne réalise pas son objet, elle n'atteint pas son but. Oui. Et est-ce que c'est la seule? Non, justement, c'est pas la seule, parce qu'on vient juste de parler de la supposition correcte. Et elle n'atteint pas son but non plus, mais n'est pas en désaccord vis-à-vis de la réalité. Elle est en accord vis-à-vis de la réalité. Ouais. Sauf que la supposition correcte est conceptuelle, alors que l'inattentive est nécessairement non conceptuelle. Ouais, donc on pourrait dire une condition non conceptuelle qui est factuellement concordante, mais ne réalise pas son objet. Ça irait très bien, non? C'est cool, on est un petit peu des commentateurs de l'épistémologie bouddhiste, on peut même formuler nos propres définitions, c'est génial. Et excuse-moi, on peut pas avoir des inattentives conceptuelles, c'est-à-dire que des fois on pense des choses sans s'en rendre compte. Tu sais, quand on médite, Oui, notre esprit il part dans tous les sens des fois. Donc c'est quand même inattentif et c'est quand même mental. Et exactement. Oui. Alors là, les textes, ils en parleront d'ailleurs à un moment donné. Ils diront qu'en effet, il y a des consciences conceptuelles. D'ailleurs, c'est ce qu'on avait vu aussi précédemment quand on avait parlé des Charvaka, des Lokayata, ouais, ceux qui font des raisonnements sans s'en rendre compte. oui, Ouais, donc leur conscience conceptuelle a nécessairement une autocognition. Cette autocognition réalise cette conscience conceptuelle. Ouais. Donc c'est pourquoi ensuite on peut dire, tiens, j'ai pensé à ci, j'ai pensé à ça, etc. Donc les Sotrantika diront qu'au moment où on pense, on a l'autocognition qui fait l'expérience de cette conscience conceptuelle. Ouais, donc la conscience conceptuelle, elle peut partir dans tous les sens. L'autocognition s'en rend compte. Mais l'autocognition, c'est pas comme l'introspection ou la vigilance. Ouais, quand on essaie de méditer et qu'on emploie l'attention et la vigilance, c'est pas la même chose. Ouais, l'autocognition, ouais, par rapport à l'introspection, c'est pas du tout la même chose. L'autocognition, elle est automatique. C'est que dès l'instant où on a une conscience, il y a une partie de cette conscience qui s'observe elle-même. C'est pourquoi, par la suite, on peut dire, tiens, j'étais distrait. Tiens, j'ai pensé à ci et ça, etc. Oui, elle est toujours là, l'autocognition, pour, en fait, quand on se trompe, quand on doute, elle est Oui, toujours là pour nous rappeler quelque chose. exactement. Pour qu'on puisse se dire, tiens, je me suis trompé. Tiens, j'ai douté, etc. Ouais, donc ça veut dire qu'au moment où on est en train de douter ou qu'on est en train de se tromper, on a une partie de notre conscience qui s'observe en train de se tromper. Pour les sauts atlantiques, pour ceux qui acceptent l'autocognition, ouais. Et donc, c'est pourquoi on peut avoir une cognition valide et une cognition fausse dans le même état d'esprit. Ouais. C'est-à-dire que la cognition fausse, par exemple, si je dis, tiens, le son est permanent, mon autocognition qui fait l'expérience de cette conscience conceptuelle fausse, cette autocognition peut très bien être valide. On peut très bien réaliser nouvellement cette conscience conceptuelle fausse.
Ouais, donc, dans la même substance, on aura une cognition fausse et une cognition valide. Parce que c'est une autocognition, Ouais, c'est ça? oui, exactement, parce que l'autocognition, elle est non dualiste. Et le premier moment, quand ce premier moment réalise son objet, si ce premier moment a la capacité de réaliser son objet, à ce moment-là, c'est une cognition valide. Ouais. Ouais, Mhm. ok. Mais en effet, il y a des cas où c'est pas nécessairement le cas. Par exemple, on avait vu la cognition inattentive de cette perception directe mentale, cette perception directe mentale qui appréhende une forme à la suite d'un train sensoriel. Vous vous souvenez, ce moment infinitésimal de perception directe mentale est nécessairement inattentif dans le cas des êtres ordinaires, ouais, qui n'ont pas réalisé la permanence subtile. Et aussi l'autocognition qui en fait l'expérience est aussi nécessairement inattentive, parce qu'elle dure aussi un temps infinitésimal. Mais dans ce cas-là, dans la même substance, on a deux cognitions inattentives, celle qui se tourne vers son objet et celle qui se tourne vers la conscience. Et il ne peut pas y Ouais. avoir une subséquente de ce train mental qui suit la perception en direct? Alors voilà, normalement, si on parle d'une perception directe qui appréhende une forme, c'est infinitésimal. Oui, donc il ne peut pas y Ouais, avoir de moment subséquent. C'est vraiment, il n'y a qu'un moment. exactement. Et comme ce moment en fait, ce moment est soit inattentif, soit une cognition valide. Mais ne peut pas être une cognition subséquente. Mais après, certains pourraient dire, on pourrait trouver des débats. Il y en a qui vont dire, OK, vous percevez la tasse visuellement, et ensuite, vous avez une perception directe mentale de cette même tasse. Et donc, cette perception directe mentale ne fait que certifier ce qui a déjà été certifié par la conscience visuelle. Et donc, on pourrait dire chez les Aharia, ceux qui ont une réalisation directe de l'impermanence subtile, leur perception directe mentale qui dure un temps infinitésimal réalise ce qui a déjà été réalisé par la conscience visuelle. Et donc, si c'est une cognition qui réalise ce qui a déjà été réalisé, c'est quoi? Une subséquente, c'est le deuxième moment. Ex- Exactement. Mais après, on pourrait contre-argumenter en disant oui, mais c'est pas le même type de conscience. Ouais, ce qui avait déjà été réalisé, c'était réalisé par une conscience visuelle, alors que là, c'est une conscience mentale. Et peut-être que les surimpositions ne sont pas les mêmes, puisque la première moment, c'est forme et couleur, alors que le deuxième, si tu mets un nom dessus, euh, Ouais. tu élargis les caractéristiques en gros de ce que tu as vu, en fait. Je ne sais pas comment m'exprimer. Oui. Si on met un nom dessus, est-ce que ça peut être une perception directe, Non, non, mentale? non, 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 c'est pas direct. Mais on a dit que une Ouais. perception directe visuelle, tu vois une forme et une couleur, donc tu réalises Ouais. la tasse, ce que tu as dit. Oui. Et ensuite, tu as un train de perception, enfin, et ensuite, c'est suivi d'une conscience mentale qui dit, tiens, c'est une tasse. Et donc, ce que je disais, c'est que en fait, tu, oh, je sais plus. Ouais, si on dit tiens, c'est une tasse, ça devient conceptuel, non? Oui, oui, mais bien sûr que c'est conceptuel, mais bon, je sais plus où je voulais en venir. C'est C'est terrible, pas, pardon. c'est pas grave du tout. Ouais. La perception directe mentale, oui, elle n'impute pas ou elle ne désigne pas, ouais, parce qu'elle est directe, elle est non conceptuelle, ouais. Mais en effet, beaucoup d'épistémologues diront c'est grâce à cette perception directe mentale qu'on peut ensuite conceptualiser ce même objet en disant tiens, cette tasse est jolie, etc., etc. Ouais, ok. Grâce à cette perception directe mentale c'est ça? Ouais, 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 exactement, parce que beaucoup vont dire que c'est le moment charnière entre la perception directe visuelle et ensuite la conception. Ouais, mais Donc, c'est bien là où je après, voulais en venir. Ça veut dire que ouais, si ça Ah, ouais, ça a coupé. d'engagement, en fait, ah ben, pour le Alors, comprendre, non? alors, on a entendu juste le premier mot et le dernier mot. Ah bon? Ça a été figé entre-temps. Ah, je disais que Ouais, si quand on avait une perception directe visuelle suivie d'un train mental après qui nous permettait euh,
de dire, voilà, qu'on a vu quelque chose. Ben voilà, j'ai encore. En fait, je rebondis sur ce que tu dis parce que j'arrive à avoir un fil et bon, bah écoute, c'était des m'excuses, je vais. Donc, on a une perception directe visuelle, ensuite une perception directe mentale et ensuite une conscience conceptuelle. Mais on peut penser bien sûr à la tasse avant de la voir. Si on se dit, tiens, j'ai plus de tasse propre et il faut que j'aille en prendre une dans le placard. Et c'est ensuite qu'on voit la tasse. Donc forcément, on aura pensé d'abord à cette tasse avant de la voir. Ouais. Donc là, cette explication du moment charnière, personnellement, je trouve que c'est un peu artificiel. Mais après, bon, c'est pas Oui, très grave. parce que je trouve quand même que on prête une existence propre aux manifestations des objets extérieurs. Oui, oui, en effet, on va dire pour les Prasangika ou les Madhyamika en général, on peut saisir l'existence propre des objets. Dans ce cas-là, c'est conceptuel aussi, ouais. Ouais. Oui, Mais en effet, on peut ne pas saisir non plus ces objets comme existant de manière inhérente. Ouais, on a trois modes d'appréhension conceptuelle, ouais, d'après la Matsunkapa. Ouais. On peut saisir activement l'existence inhérente d'un objet ou réfuter de manière active son existence inhérente ou simplement penser à l'objet lui-même. Ouais, La le plupart du sens temps, d'objet sans... pardon, la plupart du temps, on ne fait que penser à cet objet. Oui, C'est oui, en oui, philosophie bouddhiste qu'on se met à réfléchir, peut-être dans d'autres philosophies, et qu'on essaye de déconstruire ou pas cet objet, mais sinon, oui. Oui, on ne peut pas réfuter l'existence inhérente ou absolue d'un objet si on n'a pas une approche de la voie médiane. Exactement, oui. Oui, exactement. Tout à fait. Alors, à ce moment-là, ça voudrait dire que la plupart des gens qui n'ont pas cette approche, soit saisissent activement l'existence inhérente, soit pensent simplement au simple objet. Ouais, la plupart du temps. Et donc, en effet, c'est ce que dira la Kappa. Sinon, n'importe quelle pensée saisirait l'existence inhérente. Ouais, donc ce n'est pas du tout de ça qu'il s'agit, c'est juste certaines pensées, certains types d'ignorance manifestes, mais l'ignorance n'est pas manifeste à chaque fois qu'on pense. Elle est dormante dans de nombreux cas. Ouais. Elle commence à se manifester quand l'objet est plaisant ou déplaisant et qu'on va commencer à saisir les caractéristiques plaisantes, déplaisantes, etc. Ça veut dire qu'en premier lieu, on va saisir la tasse elle-même, ouais, comme existant de manière absolue, et ensuite ses caractéristiques plaisantes, déplaisantes, et donc des afflictions comme l'attachement, l'aversion, etc. Ouais. Ok, très bien, très bien, très bien. Et donc, ensuite, on est arrivé dans le doute. Alors, voyons voir. Le doute, on va essayer de voir ça. Ok. À moins que vous ayez d'autres interrogations, n'hésitez surtout pas. Ok, très bien. Donc, comme vous pouvez le voir, entre crochets, il y a marqué 6B1. Ouais. Alors que si vous regardiez la supposition correcte, ouais, la supposition correcte, pas la supposition correcte, la cognition inattentive, à la page 146, il y a marqué en effet 6B3. Et donc, ça veut dire que ça va après, ouais, le doute. Mais c'est pas grave, c'est juste un petit détail. Très bien, donc ici, la définition du doute. Donc, ils ont mis entre crochets une cognition qui doute. Pourquoi? Parce que en anglais, ils mettent doubting consciousness. Mais en français, on peut juste mettre doute, tout simplement. Ouais. Donc, c'est pas la peine de rajouter les crochets parce que notre façon de rendre le terme tetsom en tibétain, c'est juste doute. Ouais. Ok. Et donc, c'est une cognition qui hésite entre deux possibilités par son propre pouvoir. Donc, il y a marqué ici un connaissant qui a un dilemme entre deux directions par son propre pouvoir. On pourrait traduire une cognition qui hésite entre deux possibilités par son propre pouvoir. Ouais. Ok. bah, Ou une cognition qui, par son propre pouvoir, hésite entre deux possibilités. Ouais, ça joue? Oui. Oui. oui, entre Allez. deux dilemmes. Ouais, quand il y a un dilemme, quand on hésite, ouais, quand on oscille entre deux possibilités, ouais. et des Allez, fois, on ne dit allez. pas trois possibilités, peut-être que c'est oui, peut-être que c'est non, ou entre les deux, en fait. Voilà. Non? Oui. Des fois, il me Alors, semble que j'ai déjà entendu parler. oui, parce qu'il y a trois types de doutes dans de nombreux manuels.
Mais dans chacun de ces doutes, il y a une hésitation, il y a une oscillation. Ouais. Ben, en fait, Ouais, c'est toujours c'est plus souvent entre deux points. Alors, ou c'est le A ou c'est le B. Alors, exactement. voilà. Mais des fois, tu sais Ouais. pas. Eh ben oui, c'est le doute. Ouais. En fait, le doute, en effet, on ne sait pas exactement. Ouais, le doute, ça veut dire qu'on ne réalise pas son objet, on n'est pas en accord avec la réalité. On peut l'être, mais d'une manière oscillante. Ça veut dire que même quand on a Tu, le doute égal, ouais. Et puis des fois, ouais, tu as un doute en te disant non, non, c'est ça, il faut que je le fasse. Ou à l'inverse, Après, on se trompe. oui, ah ben ça, c'est sûr. Souvent, exactement. Oui, donc le doute, ça veut dire que même si on tend vers le factuel, si on se dit, tiens, peut-être que je suis vide d'existence absolue, etc., mais j'en suis pas sûr, on oscille quand même. Ouais, parce que si on n'oscillait pas, s'il n'y avait pas cette hésitation, qu'est-ce que ça deviendrait comme type de cognition? si on n'avait pas mais si on se trompait, ben, ce serait une fausse. Si on se trompait. Voilà, si on va dans le mauvais côté, dans le côté Oui, obscur, oui. en effet, ça irait vers la cognition fausse. Ouais. Et si on va vers le côté lumineux, ça irait vers quoi? Ben, la Si valide, notre, ça si ne notre trompe pas. conscience est factuelle, elle est conceptuelle, elle est factuelle, mais ne réalise pas ce fait, Elle est conceptuelle, oui, parce que le doute ben, est conceptuel, ouais. donc elle est inférentielle alors. Alors, Con- si, Non, si Je suis on, contre. si on n'hésitait pas entre deux possibilités, notre conscience conceptuelle se dirige vers la réalité, mais ne la réalise pas. Ce Ah serait oui, quoi? d'accord. une supposition correcte. Exactement. Ouais, Donc en donc ça, fait, le factuel, c'est au milieu, c'est comme une balance, et d'un côté, tu as la fausse, et de l'autre côté, tu as la supposition correcte. alors, pas tout à fait. Le factuel, c'est quoi? Non, Ce le qu'il faut factuel, voir, c'est que c'est l'équilibre, ce que tu disais, enfin. oui, le doute égale. Ouais, c'est ça. Ouais, on a un doute, on a un doute qui tend vers le factuel, un doute qui ne tend pas vers le factuel et un doute égal. Ouais. OK. Dans les trois cas, il y a une oscillation, il y a une hésitation. Parce que s'il n'y avait pas d'hésitation, quand on va vers le mauvais côté du truc, vers le non factuel, eh ben, ce serait une cognition fausse. Quand on va vers le factuel, ça deviendrait une supposition correcte. Mais après, Ouais, il faut un raisonnement, quoi, hein. oui, Il y a un raisonnement qui doit se faire et puis bien réfléchir oui, et puis faire au mieux, en fait. on essaye. On essaye, oui, voilà. C'est pas toujours évident, c'est vrai, hein. Oui, 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 tout à fait. Donc, c'est pour ça qu'il faut qu'on garde à l'esprit que le doute oscille ou hésite entre deux possibilités. Ouais. Parce que si ce Mhm. n'est pas le cas, si on dit qu'il est unipointé, eh ben forcément, si on a une conscience conceptuelle qui est unipointée, mais vers l'opposé de la réalité, c'est quoi? Pour le dire L'opposé de autrement. la réalité, c'est une cognition fausse. Voilà, ce serait une C'est une cognition fausse cognition fausse. conceptuelle. Ouais. Si maintenant on a une conscience qui est conceptuelle toujours, mais unipointée vers la réalité, sans la réaliser, ce serait une C'est supposition une correcte. cognition correcte. Non, j'étais en train de réfléchir. Oui, oui. Donc en fait, on dit trois Ouais. types de doutes parce qu'en fait, il y a ce point, c'est soit on va d'un côté, soit vers de l'autre. En fait, on oscille d'un endroit à un autre. C'est pour ça qu'il y a ces trois possibilités, en fait. C'est ça que je veux dire. Oui, en Il fait, faut bien qu'il y ait un point de référence pour osciller. oui, ça veut dire que le doute, de toute façon, il oscille, mais il peut plus osciller vers la réalité ou plus osciller vers la non-réalité, vers l'opposé de la réalité. Ouais, on peut se dire, tiens, je pense que je suis impermanent ou pas, mais je penche plus, ouais, c'est plus penché vers un côté, mais tout en oscillant. Ouais, je penche plus vers le fait que je sois permanent, etc. Mais j'en doute quand même. Je ne suis pas sûr, j'hésite, mais je pense quand même que ça va plus vers le côté permanent. Là, dans ce cas-là, c'est le doute qui ne tend pas vers le factuel. Ouais. Ouais, si on dit, OK, je ne suis pas sûr d'être impermanent ou permanent, mais je pencherai plus vers la solution impermanent. Dans ce cas-là, c'est le doute qui tend vers le factuel. Et si on ne penche pas ni d'un côté ni de l'autre, on est totalement, c'est genre, peut-être ben que oui, peut-être ben que non, comme chez les Normands. Dans ce cas-là,
Dans ce Il y cas-là, a c'est des le doute. il y a des dilemmes moraux hein, quand même hein, dans le doute. Hein. Oui. C'est pas Alors, c'est évident. moral dans le sens, c'est mental, c'est conceptuel, mais ça peut être moral dans le sens vertueux, non vertueux. Si on ne sait pas qu'on fait bien, par exemple, ou si on ne sait pas qu'on fait mal. Oui, c'est ça le pire, c'est que c'est quand on ne sait pas qu'on fait mal. Là. Oui. Ouais, par exemple, on peut être persuadé qu'on fait bien, mais on fait mal. Ouais. Ouais. Ça peut arriver. On peut très bien avoir une super motivation, mais on fait n'importe quoi. On est persuadé qu'on est dans le juste. Ouais, regardez tous les gens qui font la guerre en étant persuadés qu'ils ont raison de le faire. Ah oui, c'est ça. Ils Ouais. sont dangereux. Donc, Hein. dans ce cas-là, c'est même pire que le doute, c'est même une cognition fausse. On est Ah oui, eux, persuadé. carrément, hein, c'est de la Ouais. folie. Hein. On est gouverné par des fous. Mhm. Alors après, après qu'est-ce que la folie? Ça, moi, il m'arrive d'être complètement dingue aussi. Ça Oui, mais on arrive n'est à pas tout le dangereux. monde. Si on n'est pas dangereux, c'est pas grave. Oui, j'espère. J'espère. Ah, mais à Mais en cette effet, échelle, à la grande échelle, quand on a le oui. pouvoir, c'est différent. Oui, exactement. Ça peut être très dangereux. Donc, c'est pour ça que c'est important de faire attention à tout ça et d'essayer d'aspirer à la lucidité et d'aspirer à ce que les gens, surtout ceux qui ont du pouvoir, retrouvent la lucidité, le bon cœur, le vivre ensemble, la compréhension, la fraternité, tout ça. Ça, c'est très important parce que sinon, bah, c'est catastrophique en effet. Ouais. Ok. Très bien. Donc, si vous avez compris pourquoi le doute est nécessairement en train d'osciller, en train d'hésiter, pour éviter d'avoir à penser que sinon, une partie du doute, donc le doute qui ne tend pas vers le factuel, serait une cognition fausse. Ouais. Et le Oui, de doute qui toute tend vers le factuel serait une supposition correcte. Ouais, donc dans ce cas-là, il y aurait des bases communes entre un type de cognition et une autre, et un autre. Ouais. Mais normalement, Oui, après, c'est une question aussi de comment ça manque. Quand on a un petit peu de temps pour réfléchir, c'est vrai on peut réfléchir et puis après, on hésite, on se dit, ah, puis je vais faire ça. Et puis après, bon, ben non, on est entre le oui et le non. Et puis à un moment donné, il y a toujours le oui qui revient. Et puis là, on se décide, et puis après, ben, enfin, je me suis déjà trouvée dans cette situation où je ne voulais pas, et puis après, ça revenait, mais si, il faut le faire, et puis ça a duré un petit moment, et puis comme ça revenait souvent, le oui revenait souvent, ben, j'ai dit, ben, ok, j'accepte, je me suis décidée, et puis effectivement, j'ai bien eu raison, parce que si je ne l'aurais pas fait, je l'aurais regretté. oui, Voilà, ça oui. c'est un exemple. Ouais. Ça peut être un très bon exemple d'un acte d'achat avec le marketing. Quand Non, on c'est voit pas une avec un pub. achat. En achat, c'est pas encore un gros problème, quoi. Oui. On- C'est vrai que quand on regarde un petit peu ce qui se passe en psychologie par rapport aux actes d'achat, etc., qu'est-ce qui fait qu'on achète tel ou tel article? Parce que, on est martelé par le marketing, etc., qui nous donne l'impression qu'on a besoin de ce truc-là. Ouais, et après, on se dit, ah bah tiens, j'ai bien fait de l'acheter, puis en fait, ça reste dans un placard. Oui, voilà, c'est vrai, c'est vrai. Ouais. Et donc, c'est bien de voir ça dans notre acte. Quand on est au supermarché ou ailleurs, etc., quand on est sur le point d'acheter ce truc, qu'est-ce qui fait qu'on prend cette décision-là? Est-ce que ce sont les autres qui ont décidé pour nous ou est-ce qu'on en a vraiment besoin? Est-ce qu'on en a envie ou est-ce qu'on en a besoin? C'est ça qui fait toute la différence. C'est une Et pulsion. oui, il y a ça aussi, parce que forcément, le marketing joue beaucoup là-dessus. Ouais, dans les couleurs, dans la façon de présenter le truc, etc. Et donc, ça engendre bah, ce monde totalement pollué avec ce plastique, etc., etc. parce que eh ben, on nous a persuadé qu'on avait besoin de plein de trucs alors qu'on en avait simplement envie. C'est deux choses différentes. Donc ça veut Ouais, dire qu'on agit quand même, là on parle des cognitions, beaucoup par pulsion, enfin souvent par pulsion aussi. Et donc les oui, pulsions comme ça, elles rentrent dans quoi? Des actes, par exemple, tu réfléchis, ah j'ai besoin de ça, j'ai pas besoin, donc tu pèses le pour, le contre, et puis tu as une pulsion à un moment donné qui fait que tu vas acheter, mais ou agir sans réfléchir en fait. Cette mm. pulsion, elle vient d'où? Elle Non, ce sont des réfléchit pas, habitudes. c'est spontané.
Oui, mais elles viennent quelques Spontané. là, puisqu'on est en train de réfléchir aux cognitions. Donc, Ouais, ce sont des graines qui germent. c'est des graines. Ouais, c'est parce qu'on est familiarisé avec tel, par exemple, quand j'ai acheté cette guitare, c'est parce que j'aime bien le bleu. Et donc, je suis allé à ce magasin l'année dernière, un magasin de musique, etc. Elle n'était pas encore là. Et le lundi d'après, j'y suis retourné. Je me suis dit, tiens, je vais en prendre une. Et c'est quand j'ai vu la bleue, qui était nouvellement arrivée, etc. J'ai dit, OK, je prends celle-là. Mais non, parce que j'avais déjà des graines qui me font aimer le bleu. Ouais, et donc, si elle avait été d'une autre couleur, je ne l'aurais pas prise. Et je ne l'aurais pas appelée Belle Azur. Ouais, donc si j'ai pris cette guitare-là, c'est parce que bah, peut-être la couleur a résonné avec des empreintes des graines que j'ai. J'aime bien le bleu, donc parce que j'ai beaucoup d'empreintes associées au bleu, certainement. C'est pour ça. Ouais, comme dit Spinoza, nous n'aimons pas les fleurs parce qu'elles sont belles, elles sont belles parce que nous les aimons. Ouais. Et Oui, donc oui, cette tout à fait. guitare est belle pour moi parce que je l'aime, jusqu'au point de lui donner un nom. Et donc, c'est Oui, ça qui fait et donc, on a des graines, c'est ça qui fait l'acte d'achat. C'est des graines. Et donc, s'il y a un objet ou un marketing qui favorise la survenue, le mûrissement de certaines graines, et ben, c'est comme ça qu'on a des pulsions d'achat. Ouais. Mhm. D'accord. Mais après, c'est à nous de se dire, OK, est-ce que j'ai les moyens? Est-ce que c'est utile? Est-ce que c'est un besoin? Pas nécessairement, mais ça peut être quelque chose qui peut être utile dans la vie, etc., pour son bien-être général, etc., etc. Donc, si on examine tout ça, on peut se dire, OK, je vais quand même l'acheter. Ouais. Mais après, si on n'a pas les moyens, on se dit, bah, je vais attendre, ouais, etc., etc. Mais il y a beaucoup de marketing dans la vie et on est dans le monde du désir, dans la sphère du désir. Donc forcément, il y a beaucoup, beaucoup de choses qui sont achetées qui ne sont pas nécessairement utiles, mais tout simplement oui, parce qu'il y a des graines qui germent dans notre continuum, hein. tout à fait, oui, c'est vrai. Mais en Très fait, bien. une pulsion, quand ça arrive, c'est vrai que c'est spontané et puis forcément, c'est cognitif, hein, ça peut pas venir d'ailleurs. Mais Oui, c'est comme un enfant parfois, hein, quand il voit quelque chose, il le veut, il pleure et puis euh, voilà quoi, hein, oui, on est un peu comme des grands enfants quoi. oui. Et après, l'enfant peut vouloir quelque chose parce qu'il en a besoin. Par contre, s'il veut un verre d'eau parce qu'il a soif, Ah, c'est il pas a ça, raison c'est de un pleurer pour jouet ça, ou hein. un truc comme ça, Voilà. ça Et c'est si pas c'est un pareil. jouet, ouais, c'est différent. Et Après, oui, dans, en effet. il y a l'association Colibri qui dit que quand tu veux acheter quelque chose, il faut penser, alors je sais plus, on pense à Bisou. Bisou, c'est besoin indispensable. Est-ce que ça va me servir? Est-ce que c'est utile? Ou est-ce que j'ai un objet qui va éventuellement avoir le même, comment dire, le même usage? En fait, un anagramme comme ça, Oui, voilà, une oui, c'est parenthèse. justement parce que l'association Colibri avec la sobriété heureuse, Mm, mm. ça veut dire que c'est pas comme on peut voir parfois où le, comme si le progrès était, comment dire, une marque de bien-être sociétal. Ouais, alors le progrès ne l'est pas nécessairement dans tous les cas. Ouais, c'est pas acheter, 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 c'est pas ça le progrès. Le progrès, c'est la qualité de bien-être de l'être humain. Ouais, sa qualité de vivre, sa capacité de vivre ensemble et de fonctionner de manière harmonieuse, c'est ça un vrai progrès normalement, non? Mais il y a il y a des points de vue qui disent que le progrès, c'est la consommation sans fin, etc. Mais il y a nécessairement une fin puisque les ressources sont limitées. Ah, bien sûr, oui. Hein, ce serait totalement irréaliste de penser que le progrès, c'est sans fin et que c'est une- comment dire, une recherche continuelle de posséder ceci, de cela et de fabriquer ceci et cela, en oubliant totalement que les ressources de cette planète sont totalement limitées. Donc, c'est pas du tout réaliste. Ouais. Donc ça, c'est important de se dire, OK, est-ce que en effet j'en ai besoin ou pas? Est-ce que je sacrifie le long terme pour le court terme? Or, la sobriété heureuse, c'est ne pas sacrifier le long terme pour le court terme. C'est essayer de voir le long terme à chaque fois qui Ouais. prime. Et dans le bouddhisme, c'est la même chose. C'est toujours d'essayer d'avoir une forme de lucidité, de se dire qu'est-ce qui prime? Est-ce que c'est ma survie sur de nombreuses années et celle de mes contemporains? Ou est-ce que c'est juste la gratification immédiate de mes sens?
Ouais, et donc, il y a des zones dans le cerveau qui s'activent comme ça, il y a des endorphines comme ça qui peuvent fonctionner. Il y avait une émission sur Arte, je crois, sur les drogues et sur comment les gens arrivent à s'en passer. Parce que justement, dans le cerveau, il y a un déclic à un moment donné où certaines endorphines sont générées quand on pense à l'avenir, quand on pense au long terme, plutôt que le court terme. Et donc, ça change tout. Les personnes peuvent se désintoxiquer grâce à ça. C'est génial. Et donc, on peut faire exactement la même chose par rapport à cette recherche continuelle d'objets et de fabrication d'objets, ce soi-disant progrès matériel, ouais, et au détriment du progrès interne, intérieur. Ouais. Ok, très bien, très bien. Je regarde l'heure parce que sinon, je pourrais en parler pendant des heures. Très bien, on a encore du temps, c'est magnifique. Parfait. Et donc ici, la définition, donc c'est une cognition qui hésite entre deux possibilités par son propre pouvoir. On va essayer de voir ce que dit la Tingochet. Ouais. La raison de l'expression par son propre pouvoir, Rantop qui en tibétain, ouais, et que le doute est aussi un facteur mental. Ouais, comme si peut-être on aura, oui, j'imagine qu'on verra par la suite les facteurs mentaux, on essaiera de les revoir parce que c'était dans l'introduction surtout. Mais en effet, les facteurs mentaux, il y a les facteurs mentaux omniprésents, déterminatifs, vertueux, afflictifs, racines, afflictifs secondaires et variables. Ouais, ok. Et parmi les afflictions racines, on a le doute. Ouais, vichikitsa en sanskrit. Et donc, ce doute-là, c'est une affliction. Pourquoi? Parce que ça nous empêche d'aller dans la bonne direction. Ouais, par exemple, si vous êtes en voiture, vous n'avez pas de GPS, vous devez vous rendre à un endroit très important, etc., pour une réunion très importante. Et quand vous êtes en train de douter que vous êtes dans la bonne direction, est-ce que vous avez envie de continuer à rouler ou Non, pas? non, non. Bien que des fois, tu doutes, mais tu y vas quand même. Ouais. Il y a une forme de résistance à l'intérieur. On se dit, oh Oui, là oui, là, bien si sûr. je m'éloigne, Mais non, si ça mais se trouve. C'est vrai, je me suis trouvée dans les bois de au Luxembourg. Ouais. Il arrive un moment, j'ai dit, c'est pas possible. Il y avait une déviation, puis après, il n'y avait plus rien. Alors, moi, j'ai continué à rouler, tout en doutant d'ailleurs. Et puis, quand Ouais. je me suis retrouvée en plein milieu de la forêt du Luxembourg, j'ai dit, je fais demi-tour parce que je crois que je ne suis pas au bon endroit. Et finalement, Exactement. après, Exactement. j'ai fait demi-tour et puis voilà, ça a été. Et ça, Ouais. c'était ma journée, hein, parce que après, c'était dans la forêt des Ardennes. J'arrive dans les Ardennes, il y avait encore des travaux, des déviations. Alors, les Ardennes, il y a la Belgique à côté. Alors, je me suis Oui. retrouvée à un moment donné dans la forêt d'Ardennaise, et de l'autre côté, c'était les Ardennes belges. Alors, Waouh. j'ai fait les deux, en fait. Mais Ok. c'était la déviation qui était comme ça. Mais j'ai eu peur parce que je me suis dit, j'ai roulé assez longtemps. Ouais. Je me suis dit tout à l'heure, je vais dormir dans ma voiture et puis il va y avoir des sangliers qui vont venir. Mhm. J'ai eu vraiment peur parce que de dormir dans la voiture, dans les bois avec les sangliers, j'imaginais Ouais. des monstres. Alors comme Exactement. quoi, ah, Exactement. bon après, bon ben ça aboutit quand même au bon endroit. C'était le seul chemin. De toute façon, Oui, j'avais pas le choix. exactement. Mais Mais le comme quoi, on ressenti, peut oui, s'imaginer plein de trucs comme ça. exactement. Et surtout, en effet, ce ressenti qu'on a quand on ne sait pas si on va dans la bonne direction ou si on s'éloigne de la bonne direction. Ouais, si on a un rendez-vous important, on doit y être à l'heure, etc. Et qu'on n'est pas sûr d'arriver à l'heure, ou imaginons que, j'imagine, pour les Québécois, les Canadiens, etc., les villes sont séparées de kilomètres et des kilomètres et des kilomètres de route. Et donc, si la personne va dans la mauvaise direction, on n'est pas sûr d'avoir suffisamment de carburant pour retourner, Ah pour faire ouais, il y a demi-tour. ça aussi. J'imagine que ça doit être la même situation avec les sangliers, sauf que là, c'est des ours et des loups, j'imagine. Donc, la résistance qu'on a dans notre esprit quand on se dit, ah là là, je vais dans une direction, mais si ça se trouve, j'en sais rien, mais si ça se trouve, je m'en éloigne. Est-ce Ouais, qu'on a ouais. envie de continuer? Non, on a envie de faire demi-tour. Ouais. Et donc, c'est pourquoi ici le doute, ce doute-là, Vichikitsa, est un doute afflictif. Ouais, parce que ça nous empêche d'aller vers la libération. Parce qu'on doute, on se dit, tiens, peut-être qu'il n'y a pas de libération, tiens, peut-être que je ne pourrai pas me libérer, peut-être que
la réalisation de la vacuité, etc., n'est pas la solution pour la libération, etc. Je n'en sais rien, j'hésite. Et donc, c'est pourquoi le doute, ce doute-là est une affliction. Et on parle même d'une entrave qui est un objet d'abandon de la voie de vision. Dans le texte en tibétain, c'est marqué comme ça. Tongpang et Kunjo. C'est une entrave qui est éliminée sur la voie de vision. Ouais, le doute affligé. Oui, Sabine? Oui, donc ça veut dire qu'il y a deux doutes. Il y a le doute qui est une cognition, donc une conscience, et un doute qui est un facteur mental, ou c'est la même chose? Alors, alors, en fait, il y a plusieurs doutes. Alors c'est vrai que dans la tradition de Jebungoman, dans le texte de Konkian Jamyang Shepa, il le dit littéralement, il dit c'est nécessairement une affliction parce que c'est un doute. Ouais. Et donc, dans ce cas de ce manuel, il ne prend pas en compte le doute scientifique. Ouais. Mais sa santé Dalai Lama, dans les livres avec la Vénérable Tuten Chödrön, et même Lati Rinpoche va en parler à un moment donné dans la page qui suit, en effet, il y a un doute scientifique et, qui est sain, qui est utile, qui permet de vérifier les choses, de checker, de, de remettre en question, etc. Donc, c'est une forme d'esprit critique, etc. Donc, ça, c'est un doute sain, c'est utile. D'ailleurs, en sanskrit, c'est samshaya. C'est un autre nom. En tibétain, c'est toujours Tetsom, et en français, on dira toujours doute, mais en sanskrit, ils ont deux terminologies différentes. Samshaya, c'est le doute utile, et Vichikitsa, c'est le doute affligé. Ouais. Et donc, c'est pourquoi il y a déjà ces deux types de doutes. Et ensuite, là, si on parle d'un doute qui est le facteur mental du doute, forcément, quand ce facteur mental va douter, la conscience mentale va douter. Non? Oui, Ouais. mais quand on a les divisions septuples, ce Ouais. doute-là, c'est une conscience mentale. C'est une C'est conscience. C'est surtout d'abord, quand on dit par son propre pouvoir, ça veut dire que c'est surtout et d'abord un facteur mental. Ouais, c'est pour ça qu'il y a marqué par son propre pouvoir dans le top qui. Ouais. D'ailleurs, on peut le voir dans à un moment donné. Ok. Ouais, on peut le voir on pourra le voir dans la suite du texte, mais on pourra le voir la prochaine fois, c'est pas très grave, là, on peut simplement en parler. Quand un facteur mental agit, l'ensemble de la conscience qui est associée à ce facteur mental va agir de la même façon, non? Ouais. Par exemple, en effet, si on développe la compassion, eh ben, notre conscience mentale va être compatissante. Et les facteurs mentaux associés à cette conscience mentale vont aussi être de la compassion. La sensation, l'identification, le contact, etc., ça va être aussi en train d'être compatissant, non? Mhm. Ouais. Et donc, ça veut dire que dès l'instant où on a une conscience principale associée à des facteurs mentaux, ce que font les facteurs mentaux, la conscience principale le fait. Et ce que fait la conscience principale, les facteurs mentaux le font. Ouais, donc ça veut dire que quand on dit par son propre pouvoir, le doute, c'est un facteur mental, et ben, il fait en sorte que les autres facteurs mentaux associés à cette conscience doutent aussi. L'identification doute, la sensation doute, etc. Et la conscience mentale doute, mais pas par leur propre pouvoir, par le pouvoir du facteur mental du doute. Or, C'est lui, lui qui il va, doute c'est tout, ouais. par C'est son lui qui, propre pouvoir. pardon, le doute. Ouais, Lui, il influence toutes les consciences, il peut influencer toutes les consciences principales et il influence par son propre pouvoir puisqu'il hésite entre deux possibilités. oui, exactement. C'est un petit peu comme dans un gouvernement. Imaginons qu'il y a un gouvernement à 5 ministres et il y a le ministre de l'Éducation. Le ministre de l'Éducation décide, OK, on devrait augmenter les profs. Ouais. Et donc, ça, c'est dans un monde idéal, mais si, parce que l'éducation, c'est le meilleur investissement. Et donc, on devrait augmenter les profs et avoir plus de profs, plus de personnel encadrant, etc., compatissant, etc. Bref. Et donc, le ministre de l'Éducation dit, on va augmenter les profs. Et c'est le gouvernement tout entier qui va le faire. Parce il y a le ministre des Finances qui va être d'accord, il y a le Premier ministre qui va être d'accord, etc. Donc tout le monde va être d'accord, le gouvernement tout entier va augmenter les profs, mais par le pouvoir du ministre de l'Éducation. Lui, c'est par son propre pouvoir qu'il décide cela parce que c'est dans son domaine de compétence. Mhm. Ouais, c'est le même Ouais. principe. Mhm. Et donc là, le doute,
il doute par son propre pouvoir parce que c'est son domaine de compétence. Le doute, c'est sa fonction cognitive que de douter, que d'osciller entre deux possibilités. C'est par son propre pouvoir. Et tout le reste de la conscience mentale et des autres facteurs mentaux associés à cette conscience mentale va douter, mais pas par leur propre pouvoir, par le pouvoir du doute. Ouais, ça joue? Ouais, Oui, ouais. oui. Génial. C'est pour ça qu'on a toujours dans ces définitions par son propre pouvoir, ouais, quand on parle du doute, parce que c'est un facteur mental et c'est sa caractéristique spéciale de le faire. Tout le reste va bien sûr douter, mais pas de manière automatique. Ils vont douter parce que le doute est là. Ouais, magnifique. Ok, très bien, très bien. Et puis Ok, quand le doute s'en va, tout le monde est calme. c'est le même principe, exactement. Dès que le doute a cessé, eh ben, rien dans la conscience mentale, ni dans les facteurs mentaux associés à cette conscience mentale ne doute plus. Voilà. Ouais, génial, c'est magnifique ça. Et donc, c'est ce qu'il dit ici, en bas de la page 154. La raison de l'expression par son propre pouvoir est que le doute est une fonction cognitive, donc un facteur mental. Cette précision écarte la possibilité que la conscience principale et les facteurs mentaux qui lui sont similaires soient un doute. Ouais, ça veut dire que le doute n'est qu'un facteur mental, c'est pas une conscience principale. Ouais, donc c'est pourquoi, même si la conscience principale doute, elle ne doute pas par son propre pouvoir, elle doute par le pouvoir du doute lui-même, de la fonction cognitive du doute. Ouais, car l'esprit principal et les autres facteurs mentaux associés qui accompagnent le facteur mental de doute ont eux aussi des dilemmes concernant leur objet, mais pas par leur propre pouvoir. C'est plutôt par la force du doute qui les accompagne. Ouais, c'est exactement ce qu'on vient de dire. Ouais. Ouais, le gouvernement va augmenter les profs parce que le ministre de l'Éducation aura décidé ou aura proposé cela. Ouais. Tu as dit que c'était une conscience principale qui était influencée par lui, donc ça veut dire que ça peut être une conscience mentale, mais aussi une conscience sensorielle. Ça peut être des consciences sensorielles aussi, alors. Non, jamais. Non. Alors, cette conscience principale est obligatoirement mentale. Oui, exactement, parce que le doute est D'accord. conceptuel. Oui, oui, non, c'est pour Ouais, ça que oui, d'accord. Mais je ouais. croyais que quand on disait principale, c'était une généralité où on trouvait plein de choses, en fait. Alors, quand on dit une conscience principale, c'est nécessairement une cognition qui n'est pas un facteur mental. C'est juste ça que ça veut dire. Ah, d'accord, ça veut pas dire, donc c'est pas l'ensemble qui comprend les six consciences. D'accord, Non, c'est nécessairement au moins l'une des six consciences. d'accord. Très bien. Et donc là, dans ce cas-là, bien sûr, ça ne peut être que la conscience mentale, parce que le doute est conceptuel, exactement. Ouais. Très bien. Et ensuite, le sens de entre deux directions ou entre deux possibilités, tani en tibétain. Ouais, ta, ni. Ouais, deux possibilités. Il y a marqué deux directions ici. On pourrait dire deux limites aussi, parce que ta, ça peut vouloir dire limite, mais c'est pas très grave. Et que l'esprit pense. Ouais, c'est marqué là, l'esprit pense. Ouais. Donc c'est Mhm. conceptuel. Est-ce ceci ou cela? Ouais, donc dilemme ou oscillation, ou on peut dire hésitation, ça joue aussi. Personnellement, je crois que j'ai mis hésitation dans les définitions. Très bien. Hésitation veut dire indécision, c'est exactement ça. Ouais. Le doute est une cognition parce qu'il est une cognition. Voilà. Donc, un connaissant parce que c'est une cognition. Pourquoi? Parce qu'en anglais, ils ont mis is a knower because it's a consciousness. Ouais. Mais en fait, nous, en français, si on dit conscience, ça peut renvoyer à une conscience principale. Ouais. Donc ici, une cognition. Pourquoi? Parce que c'est un événement cognitif. Voilà, on pourrait le formuler comme ça en français. Ok. Et donc dans le logique de Rateux, justement, Rateux, c'est celui que j'ai essayé de vérifier dans lequel j'ai essayé de vérifier pour la supposition correcte. La définition du doute est une cognition qui a des hésitations concernant son objet. Ouais. Et donc, Latil Rinpoche dit, cela me semble davantage correct parce que la division septuple de l'auric n'est pas opérée en termes de conscience et de facteurs mentaux. Ouais. Mais reste de nature générale. Donc c'est là où la Rinpoche dit que le doute, on peut dire le doute, pas nécessairement le facteur mental du doute, mais même la conscience mentale qui doute. C'est au sens général quand on dit doute. Ouais. Et donc quand on parle des cognitions, c'est pas au sens nécessairement des facteurs mentaux ou des consciences principales. Par exemple, une perception directe, est-ce que c'est nécessairement une conscience principale?
Est-ce qu'une cognition, Est-ce qu'une perception directe a nécessairement une conscience principale? bah, Pour ceux qui ont fait oui, ce débat récemment, moi le je dirais vendredi oui. soir, à 20h. Oui, moi je dirais oui, puisque c'est une perception directe. Ouais, ok, ok. Donc, on Nécessairement, essaiera pas de faire des forcément débats par rapport nécessairement, à mais ça. ça peut être. Ah, et la question, c'est est-ce que c'est nécessairement... Nécessairement, c'est parce que je viens d'entendre nécessairement. Oui, oui. Nécessairement, pas forcément, puisque une perception directe, ça peut être une perception mentale. Donc, c'est pas une perception directe, elle est indirecte quand c'est mental. Non, je me trompe. Et dans la définition, c'est les perceptions directes. Perception Oui, directe, oui, ça peut être mental, oui. non, Oui, non. ça peut être mental, mais pas forcément. Mais quand on dit est-ce qu'une perception directe a nécessairement une conscience principale? Ouais, ça fait partie des débats qu'on a fait peut-être au cours de la session 7 du vendredi soir sur la psychologie. Est-ce qu'une perception directe est nécessairement une conscience mentale? Par Bah, elle n'est pas exemple, nécessairement. Elle peut l'être, mais pas par nécessairement, je exemple, pense. qu'est-ce qui serait une perception directe mais pas une conscience principale? Une conscience principale, on a dit que c'était dans le cas où c'est les six consciences, les six, Oui, c'est oui. ça, une conscience principale, c'est l'une des Alors, six une perception consciences. directe est nécessairement une conscience, parce qu'elle est obligatoirement une conscience. Ok, Donc, donc elle ça doit veut se dire que, retrouver dans les cinq. ouais, Dans les par six. exemple, Ouais, quand vous regardez Ouais. cette tasse, ouais. votre conscience visuelle certifie la couleur de la tasse, vous êtes d'accord? Oui. Mais cette conscience visuelle, elle a nécessairement, au minimum syndical, combien de facteurs mentaux? Au Bah, il y a minimum syndical. les cinq omniprésents. Les 5 omniprésents, exactement, dont la sensation, l'identification, etc. Donc, ça veut dire que la conscience visuelle qui apprend de cette tasse, elle le fait grâce à la sensation, au facteur mental de sensation. Ah, parce qu'il y a dans les consciences principales, il n'y a pas les facteurs mentaux, c'est ça? Oui, exactement. Quand on distingue conscience principale et facteurs mentaux, les unes ne sont nécessairement pas les autres, et inversement, ouais. Une conscience principale n'est nécessairement pas un facteur mental. Ouais. Donc, la conscience visuelle qui réalise la couleur de la tasse, elle est associée à la sensation. Cette sensation est une cognition, vous êtes d'accord? C'est un événement cognitif. C'est une cognition qui est libre de conceptualisation et qui Et est non non erroné, erronée. Et donc, ça correspond à quelle définition? non Direct valide. conceptuel. À une Direct. perception directe. Exactement. Donc, même ce facteur mental de sensation associé à la conscience visuelle est une perception directe, appréhendant cette tasse. Une perception directe, ça peut être une conscience principale et ça peut être un facteur mental. C'est ce que D'accord. dit la Rinpoche ici, quand on parle des cognitions, ça peut renvoyer aux consciences principales, mais aussi aux facteurs mentaux. Sauf pour le doute, quand on dit par son propre pouvoir, là, on ne parle que d'un facteur mental. Ça joue ou pas? Je suis en train Ok, de vous oui, embrouiller. oui. Oui. Ouais, ça veut dire que le facteur mental d'identification, le facteur mental de contact, d'application mentale, etc., sont des cognitions, sont libres de conceptualisation quand elles sont associées aux consciences sensorielles et sont non erronées quand elles sont associées à des perceptions directes. Ouais, et donc, ce sont des cognitions libres de conceptualisation et non erronées. Donc, ce sont aussi des perceptions directes. Une perception directe n'est pas nécessairement qu'une conscience principale, ça peut être aussi un facteur mental. C'est ce qu'on verra à la fin du texte, quand il y a une division en quatre, les quatre possibilités entre mental et cognition mentale. Quatre possibilités. Ça, c'est ce qu'on avait vu au cours d'un débat précédent le vendredi soir. Quatre possibilités entre mental et cognition mentale. C'est justement pour dire que non seulement les consciences principales peuvent, bien sûr, réaliser leurs objets, peuvent être des cognitions, des perceptions directes, mais aussi les facteurs mentaux associés à ces facteurs, à ces consciences principales. Mhm. Comme on a dit tout à l'heure, le doute, c'est comme l'un des ministres, hein. Il fait agir le gouvernement tout entier. Ouais, le gouvernement qui va augmenter les profs, ouais, c'est la conscience principale et les facteurs mentaux associés à cette conscience principale. Ouais. Ok, donc on a dit le doute, c'est un facteur mental, et donc il fait douter l'ensemble de la conscience principale et de ses facteurs mentaux associés. Ouais. Et donc c'est pourquoi on peut très bien dire que la conscience mentale qui est en train de douter est aussi un doute en général, mais n'est pas le facteur mental du doute. Ça, je suis en train de vous embrouiller.
C'est pas grave, on en reparlera la fois prochaine. Essayez de relire ces pages-là. Ok, ouais. Essayez de voir que n'importe quel événement cognitif, quand on parle d'une cognition, c'est le terme le plus générique. Une cognition. Mm. Une cognition, c'est un événement cognitif, c'est clair et cognitif. Ouais. Une cognition n'est pas nécessairement que l'une des 6 consciences principales. Visuelle, auditive, olfactive, gustative, tactile et mentale. Ça peut être aussi les facteurs mentaux. Les facteurs mentaux sont aussi des événements cognitifs, sont aussi des cognitions. Et donc, une perception directe visuelle n'est pas qu'une conscience principale. Une perception directe visuelle, ça peut être n'importe quel facteur mental accompagnant cette conscience principale visuelle. D'accord, ouais. Mhm. Ouais, bravo, magnifique. Ok. Donc, c'est ce que dit Latte Rinpoche. Il dit quand on parle des 7 types de cognitions, la division septuple des cognitions, on peut parler des cognitions en général. Et donc, on peut se passer de dire par son propre pouvoir. On peut dire aussi qu'une conscience conceptuelle qui doute est aussi un doute. Pourquoi pas? Mm. C'est ce qu'il est en train de dire à cette page où on s'arrête pour l'instant, à la page 155. On va essayer de relire ça. Et pour les personnes intéressées, on va continuer à réviser ce soir. Il n'y aura pas de diapo pour les débats. On va essayer de faire des révisions par rapport aux différents types comment est-ce qu'on appréhende un objet, comment est-ce qu'on réalise un objet, etc., etc. On va essayer d'approfondir tout ça avant d'entrer dans les consciences conceptuelles. Ouh là là, magnifique, merci beaucoup. On peut dédier cela à la longue vie et l'excellente santé de sa sainteté Dalai Lama qui va bientôt avoir 90 ans et qui a promis de renaître encore et encore pour le bien de tous les êtres, mais qui va renaître dans un pays libre. Et donc, justement, pour ne pas être sélectionné par une dictature. Ok, merci beaucoup. Et donc, on va essayer, bien sûr, de dédier pour le bonheur de tous les êtres le plus rapidement possible, que tous les êtres puissent obtenir l'éveil le plus rapidement possible, en faisant le tri dans leur cognition et en développant la cognition valide, le bon sens, le bon cœur et la bonne humeur. Merci beaucoup. Excellente journée. À Merci. tout bientôt. Bonne journée. Au revoir. Merci. Au Prenez bien revoir. soin de vous. Ciao.